IDFM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. État modifié de conscience ce soir, seconde émission avec Patricia Martin, ici présente dans les studios. Bonsoir Patricia Martin. Bonsoir Joël, contente de vous retrouver. Moi aussi je suis contente. Alors, est-ce que notre conscience a été beaucoup modifiée depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, Patricia Martin? Eh bien oui, parce que l'instant présent, c'est toujours aujourd'hui. Et le moment le plus important de notre vie, c'est aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, mais oui, mais ça répond pas à ma question. Est-ce que donc notre conscience est modifiée ou pas? On va parler de ça. Alors, on va peut-être refaire une intro pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Patricia Martin, vous avez eu une expérience, je crois, quand vous étiez jeune. C'est pour ça que vous parlez maintenant des états modifiés de conscience. Oui, alors un petit rappel. Donc, à l'âge de 3 ans, j'ai fait une expérience un petit peu particulière puisque je suis rentrée en communication, en relation avec le cosmos, avec les étoiles. Et j'ai pu intégrer, puisqu'il n'y a pas de mot à ce moment-là, le fait qu'on est à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Donc ça a ouvert, on va dire, ou grillé quelques neurones, je ne sais pas, ce qui m'a permis par la suite, évidemment, de chercher. Je cherche toujours, d'ailleurs on est cherchant toute sa vie. De chercher qu'est-ce que la conscience, d'où on vient, où on va, qui on est, qui on était avant. Enfin voilà, tout ce type de questionnement qui m'a amené, comme vous le savez, puisque c'était le sujet de la précédente émission, à l'Institut Monroe. Et puis, depuis, évidemment, le chemin ne cesse de continuer. Et maintenant, je n'exerce plus en tant que psychothérapeute, j'ai cessé mon activité, donc je me focalise uniquement sur la transmission. Donc transmission à travers la radio, les conférences. Voilà, j'ai été appelée à l'Université de Lyon 2 pour parler de la conscience au laboratoire de sciences cognitives Master 2. Donc les universités commencent un petit peu à se questionner, ou en tout cas à inviter des gens un petit peu atypiques pour parler de ce genre de choses. L'amphi était plein, l'organisatrice m'a dit il n'y a jamais eu autant de questions. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que moi j'ai un petit peu l'idée de transmettre, et les étudiants savaient plus que moi pratiquement sur le sujet, parce qu'ils étaient passionnés de toutes ces questions-là. Et voilà, et où on va, est-ce que le cerveau c'est la conscience, où on va après la mort au niveau des NDE, les multivers, enfin voilà. Et ça va être le sujet de l'émission. Donc, avant de se poser la question de qu'est-ce que la conscience, on peut parler un peu de l'Institut Monroe pendant quelques temps. Alors, l'Institut Monroe a été créé par monsieur Robert Monroe, qui était ingénieur du son aux États-Unis. Suite à une expérience où il s'est retrouvé au-dessus de son lit, dans sa chambre, suite à l'écoute de sons spécifiques dont il avait commencé un petit peu à étudier pour l'amélioration du sommeil, pour l'apprentissage, de façon empirique, il s'est aperçu que ces sons induisaient vraiment une expansion de conscience, des transes très profondes, puisque ça lui a permis de se décorporer carrément. Et de voir qu'il y avait quelqu'un dans son lit avec sa femme. Et c'était lui. Tout simplement, c'était lui. Voilà. Alors évidemment, ça l'a un petit peu choqué. Et on était quand même à une époque où c'était la guerre froide, et les Russes étant très très performants dans le paranormal et dans le remote viewing. Donc l'Institut a bénéficié de fonds assez importants pour la recherche au niveau du remote viewing, ce qui a permis à l'Institut Monroe d'être le leader mondial dans l'expansion de conscience, dans ce type de recherche, d'expérimentation. Et puis, ce qui a permis aussi de mettre au point des méthodes, je veux dire, assez simples et performantes, qui utilisent les sons, donc le fameux son emitting, qui synchronise les deux hémisphères, droit et gauche, et qui permettent, selon le focus, selon le niveau des sons, de pouvoir cartographier différents types d'expériences. Voilà. Donc, il a mis sur une échelle, qu'il appelle des focus, tout un tas de fréquences différentes qui amènent dans des états différents, de la transe légère, de la relaxation, à des transes beaucoup plus profondes. Voilà. Ça, on va toucher les étoiles. Oui, ça, c'était le sujet de l'émission d'avant. Voilà. Alors, qu'est-ce que la conscience ?
Est-ce que la conscience peut avoir conscience d'elle-même? Alors, il y a deux définitions un petit peu de la conscience. Il y a la conscience pour les matérialistes, c'est-à-dire le langage officiel un petit peu aujourd'hui, puisque tout est matière, qui fait que la conscience, c'est lorsqu'on est conscience de soi, c'est-à-dire on est conscience d'avoir des bras, des jambes, de parler. Voilà, quand on est dans le coma, on n'est plus conscient. Dans l'autre version, c'est-à-dire les gens plus spiritualistes, pour nous, la conscience, bien sûr qu'on a conscience d'être éveillé, de parler, d'être en face Joël Vérin, d'être Radio Anguin, bon, d'avoir des bras et des bras, des jambes, des cinq sens, etc. Mais l'autre terme de conscience, awareness, c'est conscience élargie. Donc, dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour nous, la conscience, c'est tout ce qui est en dehors de l'état de conscience ordinaire. Alors, c'est très, très vaste parce que l'expansion de conscience, c'est aussi un terme un petit peu générique qui peut englober la sophrologie, l'hypnose, le chamanisme, les trans chamaniques. Voilà. C'est assez, je veux dire, le thème est assez large et c'est de cette conscience-là qu'on va parler, bien sûr. C'est pas d'avoir conscience d'avoir 5 doigts et 2 bras. Donc, la conscience, c'est quelque chose qui se trouve où, si on peut la localiser? Alors justement, c'est très intéressant parce que la conscience, une fois on m'a dit, est-ce que la conscience est en nous? Est-ce qu'elle est à l'extérieur de nous? Quand on fait un voyage en expansion de conscience, est-ce qu'on fait un voyage à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on fait un voyage à l'extérieur de nous? Alors en réalité, c'est les deux. C'est-à-dire que la conscience, elle est partout. Et on pourrait imaginer que le peu de conscience que l'on a de cette conscience, je vais dire grande intelligence de la nature, de l'univers, de l'ordre du cosmos, eh bien, nous sommes des petites projections de cette grande conscience. Et de temps en temps, pour X raisons, eh bien, soit par les rêves, soit par des expériences particulières, soit par la méditation, soit par les sons émissing, etc., on ouvre des petites brèches qui nous permettent d'arriver d'avoir conscience de ces différents états de conscience et pouvoir accéder à certaines informations que l'on n'aurait jamais eues en état ordinaire de conscience. Est-ce que le rêve, c'est un état de conscience modifié? Oui, le rêve est un état de conscience modifié et dans le rêve, il y a évidemment différents types de rêves. C'est pareil, le rêve, c'est un générique, mais on pourrait mettre, quand on est en expansion de conscience, c'est un rêve éveillé quelque part, puisqu'on est conscient. C'est un rêve lucide, parce qu'on peut intervenir à l'intérieur du rêve et modifier l'issue, modifier la trajectoire du rêve. Le rêve peut être initiatique, c'est-à-dire que l'on peut avoir des informations également par le rêve, des intuitions, des rêves prémonitoires, hein, ça c'est très 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 connu. Alors les événements arrivent suite à un rêve prémonitoire, pas toujours comme dans le rêve. Le rêve est une métaphore de ce qui va arriver. Ça marche par analogie. Alors que nous, notre monde matérialiste marche par analyse. On analyse tout. Voilà. Le rêve, c'est un mode de communication uniquement analogique. C'est-à-dire que ça sera réadapté dans la réalité, puisqu'on est dans la conscience et le réel. Alors, est-ce qu'il y a eu des personnages célèbres qui nous ont parlé de la conscience ou qui sont plus en accord avec cette conscience? Alors, il y a quelques personnages célèbres que tout le monde connaît, qui ont eu accès soit via les rêves, soit par une ferveur religieuse importante. On a par exemple Mendeleïev, qui ne rêvait que d'une seule chose, c'était classer les éléments chimiques. Et c'était inclassable. Donc, en songe, en rêve lucide, il a eu toute cette présentation du tableau qui est aujourd'hui la table des éléments de Mendeleïev, mais on ne les connaissait pas tous. Donc, il a eu la prescience de laisser des trous. Et il se trouve que ces trous, aujourd'hui, sont exactement à la bonne place. Voilà. Alors, on en a un qui est moins connu, qui était le baron Haussmann. Quand il a refait Paris, il a fait 4 niveaux de sous-sol, 4 canalisations, on pourrait dire, dans le sol. Donc, il y a les égouts, l'électricité, etc. Mais le 4e servait à rien. C'est le métro. Enfin, il y a le métro. Oui, il avait prévu. Enfin, oui. Voilà. Mais il en reste un qui ne servait à rien. Et tout le monde dit, mais pourquoi on fait c'est un fibre optique. Donc, évidemment, on ne pouvait pas imaginer. Mais lui pensait qu'on aurait besoin d'un conduit supplémentaire.
Voilà. Alors il y a Faraday aussi qui a été un grand scientifique. Et Faraday, donc toutes ces découvertes, dont la cage de Faraday que tout le monde connaît, mais beaucoup d'autres, ont été inspirées par une grande ferveur religieuse, donc par des transes lors d'offices très oui, avec une énorme ferveur religieuse qui faisait passer en état de transe, qui lui ont permis de faire toutes les découvertes qu'il a découvertes. Et puis il y a Nikola Tesla également. Enfin voilà, on a quand même quelques personnes. Einstein, oui. Jung sûrement. Alors oui, évidemment Jung, qui on pourrait dire qu'il était en transe presque tout le temps. Et alors c'est intéressant Jung parce que il nous parle évidemment de l'ombre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend en astrophysique? Qu'on ne connaît que 99, enfin, qu'on ne connaît pas 99,9% de la réalité. Alors, quand Jung nous parle de l'ombre, les astrophysiciens appellent ça la matière noire, l'énergie noire. Donc, jusque-là, on s'intéressait à la lumière. Les astrophysiciens allaient mettre des grands observatoires en haut des montagnes pour observer les étoiles. Et puis maintenant, on les retrouve dans les grottes, dans les sous-sols, sous terre. Alors évidemment, on peut leur dire, mais comment, quel est l'intérêt d'aller observer l'univers et les étoiles sous terre? Eh bien, parce que sous terre, il y a moins de radiation. Et comme cette énergie noire et cette matière noire, qui reste pas très connue encore à l'époque, ils espèrent capter, avec tout un système de captage, hein, évidemment, ces particules ou ces pseudo-particules, à savoir si ce sont des particules, d'ailleurs, on n'en sait rien non plus, qui traversent notre planète. Donc, pour être moins pollué, se mettre sous terre, pour essayer de connaître le petit morceau de... par rapport à notre petit morceau connu, les 99% ça serait pas inconnus. Ça serait pas des photons, alors ça serait des morceaux de trous noirs. Eh bien, peut-être, aujourd'hui j'écoutais une émission sur les photons, ça serait peut-être le contre-photon, l'envers du photon, enfin je ne saurais pas évidemment le dire puisque personne ne le sait, mais l'envers du photon, voilà. Alors donc, vous vouliez parler un peu du quantique dans votre conférence là à Lyon. Vous dites que les étudiants savaient presque plus que vous. Qu'est-ce qu'ils savaient que vous ne saviez pas? C'était un petit peu dans les échanges, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment un questionnement sur les NDE, là d'où on vient, là où on va, et puis aussi par rapport à la transmission de l'information, parce que l'expansion de conscience permet, entre autres, comme toutes les trans, d'accéder à la connaissance et à un autre niveau d'information. Donc, ce qui les intéressait, oui, c'était un petit peu comment on peut expérimenter sans prendre de drogue et sans prendre de produits, par des moyens, on va dire, simples et naturels, parce que ce sont des états que les hommes ont toujours connus. On retrouve ça dans le chamanisme, dans les grottes. Les humains ont toujours eu cette nécessité de reprendre conscience de leur âme, de reprendre contact avec leur âme, avec qui ils sont réellement. Et par toutes les techniques possibles. Et ça a toujours été vraiment un grand questionnement. Si on en revient à tous ces personnages connus dont vous nous avez parlé tout à l'heure, ils les ont cherchés, ces expansions de conscience, oui, ou elles sont venues à eux? Alors là-dessus, est-ce que ça nous vient d'eux? Enfin, est-ce que cette expansion, elle se fait... Oui, je pense qu'il y avait une telle intention. Comment il s'appelle? Mendeleïev était obsédé complètement par cette création, ce classement des éléments. Donc, quand on a quelque chose qui nous préoccupe, on y met une intention. Donc, il avait vraiment l'intention de trouver. Quand on cherche, on trouve. Hein, voilà. De trouver ce tableau. Donc, ça lui est venu en rêve. C'est-à-dire que pour être en expansion de conscience, il faut être dans un lâcher-prise total. Tant qu'on ne lâche pas prise et qu'on est dans son objectif avec une obligation de résultat, il ne se passe rien. Oui, oui, mais en même temps, il y avait que ça qui l'intéressait, donc il ne lâchait pas. Alors, il ne lâchait pas, sauf que ça lui est venu au moment où il a lâché, c'est-à-dire pendant qu'il rêvait, pendant qu'il dormait, ou pendant qu'il somnolait. C'était un cadeau. Voilà. Mais Faraday, pareil, c'était par des transes lors des offices religieux. Donc là, il était dans un autre état.
pas du tout focalisé sur ses recherches et c'est à ce moment-là que les choses viennent. Alors évidemment, ce sont des physiciens, des chimistes. Donc moi, si j'ai en rêve la table du classement des éléments périodiques, je suis pas sûre d'en faire quelque chose. Mais on retrouve ça dans l'art. Les peintres, les musiciens, les poètes sont inspirés. Les Grecs avaient leur daemon. C'était leur conscience qui leur parlait. Donc à un moment donné, l'inspiration vient, mais il faut un moment de lâcher prise, il faut un moment de vide mental, c'est-à-dire ne plus être dans le faire, mais être dans l'être. Alors évidemment, pour nous, société active où on est dans le faire, lorsqu'on ne fait plus rien, on n'est plus rien, mais non, c'est être. Alors le fait d'être juste dans l'être et pas dans le faire, ça permet aussi au cerveau de reconstituer des circonvolutions cérébrales de la matière grise. Donc ça permet aussi à nos vieux cerveaux d'être moins dégénérés, si on peut dire. Voilà. De reconstituer. Ça va piocher dans la matière grise, donc celle qui est un peu noire, là, celle qui est au fond des grottes. Mais j'en reviens. Donc ces personnes qui viennent, vous faites des ateliers, vous avez un centre à Nation, vous faites des ateliers. Ces personnes qui viennent chez vous pour faire ces expériences de conscience modifiées, vous leur dites qu'il faut qu'elles aient un objectif quand même. Alors, il faut avoir une intention. C'est un petit peu différent de l'objectif. Donc, on part avec une idée. Alors, quand ils viennent, ils ont tous une idée différente. Quelques-uns, c'est dans le cadre d'une quête spirituelle. Quelques autres, c'est pour éclaircir une situation. Quelques autres, c'est pour avoir plus d'intuition. D'autres, c'est pour développer le côté artistique. D'autres, c'est pour améliorer leur quotidien, puisqu'on est quand même dans les deux réalités. Et par contre, le premier niveau, on est dans la relaxation totale, profonde, pour libérer totalement toutes les pensées parasites, tout le lâcher prise. Voilà. Et c'est à la fois le niveau le plus simple, puisque c'est de la relaxation profonde, et à la fois le plus difficile, parce que on n'est pas dans le lâcher prise comme ça. Alors c'est vrai que les sons vont induire, puisque ces sons vont permettre de nous mettre dans une zone qui est entre veille et sommeil. Donc il y a un moment donné où on lâche. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu une répétition dans le travail, parce que rien ne s'acquiert du premier coup. Voilà. Mais ce sont des états naturels que l'on connaît, que l'homme connaît depuis toujours. Donc, on ne fait que les retrouver. Notre société, notre culture étant passée vraiment dans le matérialisme depuis le 19e siècle, voire peut-être même le 18e siècle avec les Lumières, a oublié cette partie de nous, cette partie sacrée, cette partie divine, cette partie spirituelle de l'être, pour ne n'être que dans la connaissance matérielle. C'est pour ça que quand je présente un petit peu les accès à la connaissance, il y a la connaissance que l'on acquiert à l'école, les mathématiques, la physique newtonienne, etc. Puis après, si on est plus littéraire, il y a la littérature, donc c'est déjà plus créatif. Il y a la philosophie, voilà. Donc tout ça, c'est de la connaissance analytique. Et nous ne sommes nos examens, nos diplômes, nos métiers ne dépendent que de ce type de raisonnement scientifique. Mais il y a toute une autre partie d'accès à la connaissance, qui est la partie intuitive. Les astrophysiciens ont beaucoup d'intuition. Ils imaginent des choses. Puis après, ils les valident ou ils ne les valident pas. Bon, c'est pour ça que les théories changent tout le temps. Donc, il y a toute la partie ensuite plus artistique, plus créative, plus imaginative, plus intuitive. Et puis, donc là, on est dans la partie analogique. On n'est plus dans l'analyse. Et le quatrième cadran serait vraiment tout ce qui est archétype, symbole, mythologie. Voilà, c'est-à-dire que ça nous emmène très loin et ça touche toute l'humanité depuis la nuit des temps. On va faire une pause. Enya, sur l'antenne des FM, sur le 98 de la bande FM, avec Patricia Martin ce soir, où elle nous emmène à Lyon. On va retourner un petit peu à Lyon, Patricia Martin. Lyon, ça devient vraiment un pôle important en ce qui concerne la conscience. Oui, alors c'est très, très symbolique, puisque Lyon, le nom de Lyon, c'est Lugudunum, du dieu Lug, qui est le dieu de la lumière. Lyon, c'est la ville lumière.
Alors évidemment, il y a eu les frères Lumière aussi qui ont fait le cinéma. Et il se trouve que depuis quelque temps, il y a un organisme qui s'appelle Vertical Project et qui organise depuis plusieurs années des congrès, 2 ou 3 dans l'année, importants, qui touchent de près ou de loin la conscience. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à celui du 3 février, donc où il y avait Emmanuel Ransford sur la physique quantique et Olivier Chambon sur la conscience de notre environnement. Et puis là, je pense que le 25 mai, il va y avoir un autre congrès sur la synchronicité, avec certainement Mario Beauregard. Voilà, ils ont comme intervenant également Philippe Guillemant, Romuald Le Terrier. Enfin voilà, et tout ça se passe à Lyon. Qui aurait cru que dans la capitale des Gaules, la conscience reprenne ses sources ici. On dit aussi que Paris, c'est une ville lumière. Hein. Oui. Mais pour moi, Paris, c'est plus la ville d'Isis. Oui, la déesse. Et puis de Notre-Dame. Mais bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé à Lyon d'intéressant? On peut parler peut-être un peu de non-localisation, d'intrication, tout ça dans le quantique, avec des mots que tout le monde comprendra. Alors, la physique quantique, c'est par essence pratiquement incompréhensible. Mais on va quand même essayer. Voilà. Donc, lorsqu'on est en expansion de conscience, on est dans la non-localité. C'est-à-dire que le temps et l'espace, je ne vais pas dire n'existent pas, mais ne sont plus. Le temps et l'espace dépendent du corps physique, du monde physique. Là, on est en dehors du corps physique, en dehors du monde physique, et nous ne sommes plus reliés ou maintenus dans l'espace-temps. Donc, on peut aller visiter en non-localité, puisque l'espace, la notion de localité n'existe plus, la conscience se déplace immédiatement d'un univers dans l'autre. Alors qui peut être un univers intérieur, hein, comme on a dit un petit peu tout à l'heure, à travers la beauté, à travers la poésie, à travers les arts, mais qui peut être aussi un univers scientifique, un univers aller visiter le cosmos, prendre conscience de différentes informations qui sont ou du passé, ou du présent, ou du futur. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette non-localité, on a un petit problème, c'est-à-dire qu'on se demande si le futur n'a pas déjà été vécu et qu'il nous reviendrait d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est la rétrocausalité. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'il y a des spécialistes, mais c'est vrai que c'est par les états modifiés de conscience que l'on peut ressentir et vivre plus vrai que vrai, plus que dans toute réalité, ces impressions au niveau du temps. Alors les physiciens quantiques nous disent que le temps, le passé et le présent se vivent en même temps et pas à la même vitesse. D'autres nous disent qu'on vit en même temps dans différents univers, c'est-à-dire qu'à la fois... C'est la théorie des multivers. Voilà, les multivers. C'est ça. Voilà, donc on serait à la fois Joël Vérin à la radio, mais peut-être Joël Vérin dans une autre vie, à faire quelque chose on va dire dans la même éthique ou dans la même idée, mais de différent. Une Patricia Martin qui, au lieu de faire des états modifiés Monroe, serait peut-être chamane en pleine Sibérie ou voilà. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans notre ligne, mais avec des vies différentes, intriquées. Voilà. C'est ça l'intrication. Et l'intrication quantique, c'est aussi le fait que lorsqu'une particule, si on met 2 particules qui ont été en lien, eh bien, lorsqu'une est touchée par un élément, l'autre réagit de la même façon, sans qu'il y ait aucun contact. Alors moi, je dis toujours, ben oui, quand un père a serré dans ses doigts un nouveau-né, enfin quand le nouveau-né a serré les doigts de son père pour la première fois, il lui reste attaché pour toute la vie. Donc c'est un petit peu ça. Donc les gens que l'on rencontre aujourd'hui dans cette vie, peut-être nous sommes tous déjà rencontrés. Nous avons des liens. Alors peut-être différents selon un petit peu l'attachement qu'on a, mais on ne peut pas imaginer que le Big Bang qui est parti d'un point, nous sommes tous issus, on va dire, de la même particule ou de la même molécule. Donc nous sommes tous reliés les uns les autres, qu'on le pense, qu'on le croit ou non. Et si une personne agit d'une façon, ça a une retombée sur tout l'univers. Donc c'est vraiment important
de respecter notre univers, de se respecter soi, de respecter les autres, parce qu'il y a un déséquilibre. Et quelquefois, les gens, enfin, lorsque je recevais en thérapie, venaient parce qu'il y avait un désordre dans leur vie. Il y avait un souci, il y avait une problématique, soit physique, soit psychologique. Et en réalité, l'univers n'aime pas du tout qu'on mette du désordre. Donc, dans le chamanisme, il parle des esprits. Donc, le chaman va voir les esprits, les esprits vont lui dire, c'est comme les anges chez nous, vont lui dire, eh bien, voilà, il faut que cette personne respecte plus son corps, il faut que cette personne change de travail, il faut que cette personne, voilà, va donner des indications. Mais par rapport à la médecine un petit peu envahissante que l'on a chez nous en Occident, c'est la personne qui fait le travail. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas malade sans cause. Alors souvent, la cause, on ne la connaît pas, puisque le mal a dit, le mal dit, l'intelligence dit, l'instinct dit, le corps dit, mais nous, on ne comprend rien. Hein, voilà. On n'entend pas. Ah, on n'entend pas assez. Non, mais on n'entend pas ce que le corps nous dit. Ah, on n'entend pas ce que le corps nous dit. Voilà. Oui. Mais on n'entend pas. C'est-à-dire que pour entendre ce que le corps nous dit, faut être dégagé des pollutions matérielles, des soucis. Il faut avoir la tête vide. Voilà, oui, faut être dans lâcher prise, toujours pareil. Il faut être en expansion de conscience. Il faut pas être dans l'ego. Il faut avoir un peu rangé sa maison aussi, parce que vous dites que l'univers n'aime pas trop que ce soit le chaos. Oui, alors vous me disiez pendant la pause que si des personnes venaient vous voir parce que finalement c'était pas la joie chez elles, il y avait des choses qui allaient pas, ça pouvait être simplement parce que l'univers était dérangé, que quelque part c'était une cause à effet, c'est-à-dire que c'était aussi pour nous remettre un peu les esprits, nous réveiller un peu, réveille-toi et voilà. C'est-à-dire qu'en expansion de conscience, ça met en lumière les parties sombres de nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché. Ça revient un petit peu à l'ombre de Jung, hein. C'est pas un principe nouveau. Et à partir du moment où on met en lumière un choix, par exemple, ou une attitude, eh bien, en expansion de conscience, c'est évident. C'est-à-dire quand on a un choix, lorsque l'on quitte cette notion de matérialité en disant, bon voilà, j'ai un choix entre deux emplois, un qui me paye bien, qui est près de chez moi, et un qui est loin et qui paye pas bien. Donc, vous allez choisir quoi? Le plus près. Je vais peut-être en chercher un troisième, qui soit prêt et qui paye. Voilà. Donc, en expansion de conscience, d'une façon claire, nette et précise, celui qui sera le meilleur pour nous va se détacher. C'est-à-dire là, il n'y aura pas de doute. Oui, mais là, je gagne plus, là, je gagne moins, là, c'est plus près, là, c'est plus loin. Voilà. En expansion de conscience, ça sera peut-être un troisième, hein, d'ailleurs, qui se présentera, voilà. Mais ça met en lumière un petit peu tous ces questionnements qu'il n'y a plus. D'un seul coup, c'est évident, c'est clair, c'est net, c'est ça. Il n'y a pas de doute possible. Quand moi, j'ai pris le cabinet à Nation, j'étais en plein divorce, j'avais pas une thune, mes deux colocataires, on était 3, sont partis, dont une avec 6 mois d'arriéré de loyer. Donc, tout ce qui était raisonnable, c'était de surtout pas le garder. Et j'ai fait tout le contraire. Voilà. Donc, parce que à ce moment-là, c'était mais évident. Enfin, je n'ai eu aucun doute quant à mon action. Une personne raisonnable n'aurait jamais fait ça. Mais en expansion de conscience, on n'est plus dans le raisonnable, on n'est plus dans le logique, on n'est pas dans le raisonnement. On est dans l'intuitif, dans la créativité, on perçoit autrement. Nos 5 sens perçoivent la réalité. C'est une autre réalité. C'est-à-dire que nos yeux fermés, on va mieux voir les yeux fermés, parce que lorsqu'on est en expansion de conscience, pour revenir un petit peu à la physique quantique, on rentre dans le mode des paradoxes. C'est-à-dire tout ce qu'on nous a appris, il faut le désapprendre. Donc quand on est comme moi, qu'on a fait une formation un peu dure, après il faut passer toute sa vie à se déformer. C'est plus difficile de se déformer que de se former. Alors vous disiez quand même que pour ceux ou celles qui nous écoutent et qui se trouvent qu'en ce moment il y a une loi des séries où finalement il y a plein de trucs qui vont pas et on se dit mais bon sang, qu'est-ce que j'ai fait pour que tout ça m'arrive dessus? Quelque part c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. Ça peut être un lâcher prise, peut-être une conscience qu'on se respecte pas assez, qu'on en donne trop aux autres. Enfin il y a plein de trucs derrière. Voilà, bien souvent c'est une question de respect. Soit on respecte pas son chat,
Si on ne respecte pas l'univers, parce qu'on a une attitude contraire, par exemple pas vertueuse, pas dans l'amour, pas dans le désintérêt, pas altruiste, etc., pas dans l'empathie, parce que c'est un peu humain aussi de ne pas être tout ça. Mais c'est ce vers quoi on doit tendre en tant qu'être humain. Mais on va dire que 99% des cas, c'est souvent un problème de respect. Je respecte pas les lois de l'univers, bon d'accord, mais si on les décline, je respecte pas mon corps, je respecte pas mon éthique, je ne respecte pas, je m'étais fait une ligne de conduite ou d'organisation de ma vie en disant je ferai tel métier, tel autre, parce que c'est important pour moi, pas par un caprice. Et puis je me suis éloignée du chemin parce qu'entre-temps, j'ai eu des divertissements, j'ai profité de certaines personnes ou de certaines choses. Donc ça, c'est pas possible. Donc l'univers nous renvoie toujours un message, mais faut-il arriver à le capter? Oui, parce qu'en plus, quand tout va mal, en général, on n'a pas une conscience claire, ça se brouille dans la tête et on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça boue dans la tête. Donc c'est l'ennemi. C'est ce qu'on appelle le mental, c'est-à-dire que tout va passer en boucle dans la tête 100 fois, 50 fois. Enfin, moi je dis toujours le locataire du 6e fait la bringue toute la nuit, donc on dort pas, on mange ou pas, et on ne se sort pas de ce cercle. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir, Patricia Martin? Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses que l'on peut faire. Il y a la beauté. Dans toutes les traditions, la guérison arrive par exemple par la beauté, c'est-à-dire se mettre en expansion de conscience, en extase devant des vitraux, devant des peintures, dans la forêt, devant un coucher de soleil. Voilà, la beauté sous toutes ses formes est peut-être l'agent de guérison le plus fort. Alors en plus, la beauté, là on rentre dans le mode interne, c'est-à-dire que c'est quoi la beauté ? C'est-à-dire que pour vous, ce sera certaines choses, pour moi, ça en sera d'autres. Mais à partir du moment où la beauté me pénètre, me donne la chair de poule, m'envahit, me traverse, me transforme, je suis sur une voie de guérison. Peut-être essayer de trouver de la beauté là où il n'y en a pas aussi. De trouver quelque chose de beau dans tout. Alors, après, ok, on peut s'émerveiller de tout. Un jour, je vais prendre une petite soupe miso au japonais du coin avec un artiste et je prends cette petite soupe miso puis je dis qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est jamais que de l'eau chaude avec du miso. Hein. C'est quand même pas... il y a une belle tasse quand même. Et il me dit c'est la première fois que tu en prends? Et je lui dis non, j'en prends tous les jours. Mais il était... étonnée que je m'émerveille encore devant cette petite tasse d'eau chaude, quoi. Voilà. Mais c'était tellement bon, voilà. Et c'est tellement bon quand on aime ça que voilà, c'est rejouer, revivre l'émerveillement à chaque instant. C'est une bonne chose. Allez, on est reparti toujours avec Enya. Ouais, la beauté est là jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière note, avec toujours Enya. Dans cette dernière partie de cet Au-delà du miroir avec Patricia Martin, on parlait de la beauté. Je disais pendant la pause que le seul problème qu'on a, nous humains, enfin moi c'est moi, je sais pas, c'est qu'on cherche toujours la faille pour toujours trouver un défaut, quelque chose qui va pas. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Dès qu'il y a quelque chose de très beau, avant de s'extasier, il faut qu'on essaye de voir s'il n'y a pas quand même quelque chose qui est pas si beau que ça. Pourquoi on est comme ça, Patricia Martin? Alors, je vais dire, c'est un petit peu français. Ah bon? Déjà, voilà, de toujours voir ce qui va mal avant de voir ce qui va bien. Et le cerveau retient beaucoup plus ce qui va mal que ce qui va bien. Parce que ce qui va bien, quelque part, ça peut se comprendre, on est bien. Donc, on est dans une société où on a tendance à banaliser. Donc, si tout va bien, tout va bien, c'est normal. Mais quand tout va mal, ça fait mal. On est plutôt dans une société où ça va pas si bien que ça. Donc, quand on voit quelque chose qui va bien, pourquoi on essaye encore de trouver quelque chose qui va mal? C'est ça la question. Par résonance, si on se focalise sur la beauté, sur de belles choses, si on se focalise vers, comme dirait Platon, le vrai, le beau, le bon, petit à petit, par résonance, les synchronicités,
puisque c'est une partie importante des états modifiés de conscience. Les premières choses qui se jouent, ce sont, dès qu'on commence, on met en route des synchronicités. Donc à partir du moment où on se focalise, par exemple sur la beauté, pour continuer sur la beauté, eh bien la beauté va renvoyer de la beauté. C'est-à-dire que même si on voit les mêmes personnes que l'on trouvait avec un œil de travers ou un défaut, au bout d'un certain temps, en réalité on met un temps lunaire pour changer un petit peu notre mode de pensée, de passer d'un mode négatif à un mode positif, on met, je crois, 21 jours pour retransmettre au niveau du cerveau de l'information différente. C'est un cycle lunaire à peu près. Et le fait de voir le beau fait que l'on va voir de plus en plus de beau. Et qu'après, notre acuité visuelle, notre acuité au niveau du cœur, au niveau de nos 5 sens, sera beaucoup plus sensible au beau qu'au laid. Donc c'est nous-mêmes qui modifions nos états modifiés de conscience. Oui. C'est nous-mêmes qui nous transformons par les états modifiés de conscience, que ce soit sous forme de méditation, quelle que soit la pratique. Avec ce qu'on regarde, déjà. Avec ce qu'on regarde. Voilà. Avec les sens. Voilà. Alors, pareil pour la télé, quand une maman attend un bébé, on lui recommande souvent de ne pas regarder des films d'horreur, des thrillers, des films à suspense, de pas trop avoir peur. Parce que, alors ça c'est un concept déjà ancien qu'on a en psychiatrie, le bébé va se nourrir de sensations, ce qu'on appelle des images, mais ce sont plus des sensations que des images, qu'on appelle des imagos plus ou des imagos moins. Donc ce bébé qui aura été nourri, par exemple à la bonne musique, avec une maman qui verra de belles choses, qui aura entendu qui sera dans une bonne ambiance, qui sera en paix avec elle-même, le bébé va arriver, je veux dire détendu entre guillemets, c'est-à-dire que toute sa vie sera sur cette ambiance-là. Un bébé qui a eu moins de chance, où la maman a eu beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de malheur, eh bien ça va générer dans la vie de cet enfant plus de stress, plus de malheur. La vie va lui donner en résonance, voilà, par la loi des synchronicités ou par la loi d'attraction dont on parle beaucoup maintenant. Mais c'est pas aussi simple qu'on le dit quelquefois dans les livres ou dans les méthodes de la loi d'attraction. Il vous suffit d'avoir l'intention d'avoir un nouveau vélo et vous avez un nouveau vélo, une nouvelle voiture. Ça marche pas tout à fait comme ça en vrai. On est dans la même chose. À partir du moment où on respecte les lois de l'univers, c'est-à-dire que si je veux une nouvelle voiture, bien, la maison Peugeot ou Renault va faire faillite. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être en dehors de l'ego, c'est-à-dire pas dans l'avoir, pas dans le faire, mais dans l'être. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui vous rend heureux, Patricia Martin ? La forêt. La forêt ? Oui. La forêt, les chevaux, les animaux. Et puis le soleil. Oui, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, est-ce que notre état de conscience est modifié quand on est dans la forêt ou quand on est dans des moments de bonheur, oui ? Oui. Le bonheur est un état modifié de conscience. Quand on est dans la forêt, alors évidemment, si dans la forêt on ne voit que le mauvais côté, c'est-à-dire j'ai les pieds dans la boue, il fait froid. Mais ça peut être bien aussi, voilà. D'avoir les pieds dans les boues, si ça dure pas. Voilà. Mais si on regarde, en ce moment, il y a les feuilles qui sortent, il y a des petits chênes, il y a les glands qui sont par terre, et on voit déjà un petit chêne qui sort. C'est magique. Un bébé chêne. Voilà, un bébé chêne. Bon, il va pas survivre parce qu'il va se faire piétiner ou il aura pas assez de lumière à cause des autres, mais de voir cette force qui jaillit d'une toute petite graine et de la voir. C'est-à-dire qu'une semaine avant, il était un gland posé par terre. Maintenant, il y a une petite tige. Dans une semaine, il sera encore plus grand. Il aura une feuille. C'est quelque chose d'un petit peu inimaginable et souvent, on en est coupé. Quand on vit en ville, on est coupé un petit peu de tout ça. Donc, on ne sait pas où en est la lune. On ne sait pas... on voit un peu les saisons quand même, mais tout juste. Voilà. Donc, c'est vrai que reprendre un bain de nature... On est au printemps, là. Je ne sais pas si on voit qu'on est au printemps, mais il faut qu'on nous le dise. Hein. Franchement, les gens sont encore bien habillés. Enfin, il y a de tout dans les rues. Il y a des gens qui sont au printemps, bras de chemise. Et puis ceux qui, comme moi, sont encore avec des pulls
et des manteaux. Je sais pas s'il y a encore des saisons. Il y a encore des saisons, oui. Si, on voit quand même que les arbres ont été en fleurs. Non, la sève pousse. Non, puis les cerisiers ont été en fleurs. Enfin, voilà. Alors, ces états modifiés de conscience, il y en a combien? On a pu les définir? Alors, est-ce que la transe en est un? Oui, la transe. Enfin, les états modifiés de conscience sont des transes. Il y en a plein. L'alcoolisme, c'en est un. Les drogues, c'en est un. Alors, c'est autre chose. Oui, voilà. C'est des états modifiés de conscience. Les drogues amènent à un état modifié de conscience, l'alcool, les plantes hallucinogènes et autres. Sauf qu'il y a une petite différence, c'est-à-dire que les états modifiés de conscience induits par une pratique soit religieuse, soit méditative, soit de relaxation, soit de yoga, enfin, soit des missing, enfin, peu importe. Évidemment, là, il faut travailler un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il faut s'y tenir, il faut avoir une pratique, permettre d'aller vers la liberté. Mais en miroir, on a la même chose avec les herbes, les drogues, le LSD, l'héroïne, etc., etc. Sauf que, alors évidemment, là, il n'y a pas d'effort à prendre. Il suffit d'avaler le produit ou de l'inhaler, enfin, selon ce que l'on prend. Mais c'est le produit qui va agir pour nous. Sauf qu'à la fin, il y a quand même une perte de liberté. On va devenir dépendant. Voilà. Au bout, il y a la dépendance. C'est-à-dire, l'un amène vers la liberté, vers la lumière, et l'autre amène vers la déchéance. Alors, le monde occidental, bon, c'est un petit peu, on rentre un peu plus dans le chamanisme, mais le monde occidental, dans la Bible, par exemple, on a la vigne du Seigneur, donc on est un pays d'alcooliques puisqu'on cultive la vigne. Sauf qu'on parlait d'ivresse divine. Noé, qui est considéré comme le premier alcoolique, en réalité, était quand même dans l'ivresse divine. C'est-à-dire qu'il n'abusait pas. C'était dans un cadre, c'était sacralisé et on ne se pochetronnait pas tous les week-ends. Le tabac, les Amérindiens fument la pipe, le tabac, etc. Mais lors de cérémonies, dans un cadre bien particulier, et nous, le monde occidental, on fume 3 paquets de clopes par jour. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc on n'a pas le même usage des psychotropes que dans le chamanisme, c'est pas fait dans les mêmes conditions. Oui, alors il y a tous les psychotropes qui sont donnés par les médecins là. Il y en a beaucoup qui sont faits pour faire des états modifiés de conscience, mais pour que les gens ne pensent plus aussi. Là, voilà. C'est autre chose. Les psychotropes, qu'ils soient licites ou illicites, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un médecin qui vous prescrit un psychotrope, il est autant dealer que celui qui vous le prescrit dans la rue. Il y en a un qui est remboursé, pas l'autre. Le produit pharmaceutique, on peut espérer, est plus propre que la drogue achetée dans la rue, qui peut être compliquée de poussière, enfin, dans lequel peut y avoir des mélanges douteux. Il n'y a pas d'hallucinogènes dans les produits licites. Hein. C'est plutôt pour calmer. Si, il y en a. Si, c'est exactement la même chose. Sauf que si vous achetez un produit licite, vous avez une meilleure qualité de produit. Mais c'est fait pour rendre les gens... Mais c'est fait pour mettre les gens à côté de la réalité. C'est-à-dire, c'est le mésusage, je dirais, ou le mauvais usage. C'est l'autre partie des états modifiés de conscience qu'on obtient par la méditation, par la relaxation profonde, par des transes induites par nous-mêmes. Là, on est possédé par le produit. Là, je vous parle un peu en tant qu'alcoologue, enfin ancien alcoologue. L'alcool, c'est une entité qui vous envahit et qui vous domine. Et qui ne quitte pas, qui ne quitte pas les gens. Qui ne quitte pas, voilà, qui est avide toujours de plus. La drogue, pareil. Hein, ouais. Voilà. Non, mais dans les psychotropes, je ne pense pas qu'ils aient des hallucinations et des transes. Le LSD. Ah, mais le LSD, il est pas licite. Il n'est pas vendu dans les pharmacies. Il est vendu on l'utilise dans la psychiatrie. Ouais. Ou des dérivés. De toute façon, ce sont des dérivés d'opiacés, de morphine, etc. Donc, les drogués dévalisent les pharmacies pour avoir ces produits-là quand ils ne peuvent pas se fournir dans la rue. Hein. On est sur la même gamme. On va rester dans une conscience tranquille. Là. On va retrouver la beauté. Voilà. La beauté, donc, vous avez un cabinet de groupe qui se trouve à Nation. Oui, alors donc j'ai créé le cabinet de groupe Nation dans lequel il y a quelques thérapeutes, une douzaine de thérapeutes qui travaillent. Et puis surtout, il y a presque tous les week-ends des stages de chamanisme, de médecine chinoise, etc. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de recevoir des invités
différents et variés, comme Emmanuel Ransford, par exemple, qui nous fait des ateliers sur la physique quantique. Voilà. Donc, il y a régulièrement des ateliers. Et puis, on s'est rendu compte que les étudiants en psy, comme je vous le disais par rapport à Lyon 2, avaient une formation quand même très, très arriérée et où il y avait vraiment peu de possibilités d'ouverture, on va dire, de conscience, parce qu'à Lyon 2, par exemple, ils se plaignaient de n'étudier que Freud, c'est-à-dire que Jung, on n'en parle pas, même pas Lacan. Donc, ils ont conscience un petit peu du manque des formations qui ne sont plus du tout adaptées aujourd'hui. Et on a créé une petite formation qui est d'un autre institut qui s'appelle IP2S, Institut de psychologie sacrée et symbolique, sur lequel on travaille sur les mythes, sur le chant, sur la peinture, sur l'expansion de conscience, sur Jung, sur la l'ethnopsychiatrie. Voilà. Donc on a toute une formation un petit peu pluridisciplinaire. C'est le cabinet Nation qu'on trouve en tapant cabinet Nation. Alors on trouve sur cabinet de groupe Nation. Cabinet de groupe Nation. Voilà. On trouve assez facilement. Et puis il y a une page Facebook maintenant. On se modernise. Qui est Groupe Nation. Groupe Nation. Et vous, voilà. On vous retrouve Alors moi, on me retrouve sur le site État modifié de conscience également. Et puis sur Patricia Diane Martin sur Facebook. Patricia, oui, parce qu'il y a beaucoup de Patricia Martin. Donc Patricia Diane Martin, puis vous la retrouvez aussi sur YouTube. Voilà. L'ancienne émission, vous tapez mon nom Vérin et puis Martin derrière, et puis vous tomberez dessus. C'est une émission différente de celle d'aujourd'hui. Je crois que vous avez une citation pour terminer l'émission, Patricia. Alors ma force un petit peu, ma devise, c'est « À cœur vaillant, rien d'impossible », qui est celle de Jacques Coeur, mais qui me va tout à fait d'abord parce qu'il s'appelle Jacques Coeur, donc tout vient du cœur, puisqu'on a aussi des neurones dans le cœur. Et donc, à cœur vaillant, rien d'impossible. Qui était Jacques Coeur ? Jacques Coeur, c'était le grand argentier du roi, légèrement alchimiste sur les bords. Il avait le cœur sur la main ? Oui. À cœur vaillant, rien d'impossible. Bon, on rappelle cabinet de Groupe Nation. De Groupe Nation, et puis à Paris. Et puis les rencontres de Lyon. Les rencontres de Lyon, donc avec Vertical Project, qui propose des vidéos, des colloques, des conférences, sur la conscience, des ateliers, essentiellement sur la conscience, mais sur d'autres thèmes également, mais vraiment essentiellement sur la conscience, avec des invités de marque. À cœur vaillant, rien d'impossible. On va se quitter. Merci beaucoup, Patricia Martin. Merci.